Après l'annonce du plan Barre, l'heure des comptes, l'exemple d'un cadre. Dans quelques heures, premier grand face-à-face télévisé, Gerald Ford, Jimmy Carter. L'ordinateur au secours de la radiologie pour l'exploration totale du corps humain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Raymond Barre nous a donc distribué hier soir les pilules qu'il fallait à l'organisme français pour lutter contre le microbe inflation. Pilules amères pour beaucoup, et aujourd'hui, au réveil, nombreux étaient ceux qui avaient un petit peu mal au cœur du côté du portefeuille. Pourtant, aujourd'hui, le Premier ministre a repris son bâton de pèlerin pour expliquer tous azimuts le pourquoi et le comment de son plan. Nouvel examen de passage devant la Commission des finances ce matin, avec la mention orale réussie pour la majorité, et puis une appréciation pas tout à fait négative du socialiste Jean-Pierre Cotte. La droite a trouvé un homme de qualité pour elle. En revanche, les syndicats, en tout cas les plus durs d'entre eux, ont d'ores et déjà décidé de partir en guerre. Pour la circonstance, ils ont retrouvé un front uni, et dès midi, la CGT, la CFDT et la FEN ont appelé leurs adhérents à une grève le 7 octobre. Mot d'ordre auquel Force ouvrière et la CFTC ne s'associent pas. On n'avait pas vu pareille riposte depuis 2 ans, depuis novembre 1974. Ciment de cette unité, la défense du pouvoir d'achat. Le bar va peut-être obtenir pendant 3 mois une certaine limitation de la hausse des prix apparente. Mais ensuite, nous aurons la pire des situations, un chômage aggravé, des travailleurs mécontents, une population énervée, et au total, nous repartirons à nouveau vers un cycle d'inflation. On n'échappe pas à ce cycle infernal. Edmond Maire, le fait de réagir aussi vivement ne signifie-t-il pas que les syndicats veulent éviter toute aventure? Nous ne croyons pas qu'aujourd'hui, la classe ouvrière française soit menacée par l'aventure. Je veux dire par là qu'elle a un espoir, la classe ouvrière. C'est des changements politiques profonds dans les temps à venir. Mais nous pensons qu'il est sain, il est bon, que dès que les organisations syndicales qui sont là pour cela se rendent compte de la nocivité d'un plan gouvernemental, non seulement elles donnent le ton, mais elles prennent la tête des luttes, elles organisent l'action, elles recherchent des négociations et en fait, elles fassent en sorte que le mécontentement ne s'exprime pas sous des formes désordonnées ou individuelles, mais prennent l'allure d'une confiance collective dans la capacité d'action, d'obtenir des résultats et aussi dans la capacité de changement politique plus profond. La réaction de la CGT, de la CFDT et de la FEN surprend peut-être un peu par sa rapidité et son ampleur, mais n'en demeure pas moins classique et logique de la part de partenaires sociaux qui ont intérêt à occuper le terrain le plus vite possible pour mobiliser l'opinion publique et les militants, et prévenir toutes les tentatives d'action isolées ou spontanées. Georges Segui a donc réussi à convaincre la CFDT et la FEN qu'il s'agissait là de la meilleure forme d'action possible. Cela dit, il ne s'agit ni d'un large accord, ni même d'une plateforme commune. En fait, c'est un test très important pour savoir si l'opinion est prête à s'engager dans un combat social difficile. C'est seulement après avoir un peu tâté le terrain que les syndicats se détermineront sur une éventuelle action à plus long terme. Mais il faut savoir que pour les syndicats, comme pour la gauche, le plan Barre, c'est une péripétie. L'enjeu, ce sont les élections législatives de 1978 et la victoire de la gauche, à laquelle la gauche croit désormais. Vous venez de l'entendre. C'est cette échéance qui commande toutes les stratégies, qu'elles soient politiques ou syndicales, mais qui en même temps fausse un peu le jeu social. Avec un peu de recul, en effet, les réactions politiques, elles, ne dérogent guère à tout ce que l'on connaît depuis longtemps. Une majorité impressionnée et une opposition plus sceptique que jamais. François Mitterrand, qui était aujourd'hui à Londres, il y rencontrait le premier britannique, James Callaghan, a promis de réagir dans les jours à venir. Voyons maintenant un petit peu ce qu'en pensent les Français, à qui Raymond Barre a voulu hier soir s'adresser au-delà des partis et des syndicats. Eh bien c'est simple, ces Français-là font leur compte ce soir. L'exemple que nous avons choisi n'est certainement pas le plus représentatif, mais il a l'avantage de décrire la situation d'un de ces fameux cadres qui se jugeaient les plus menacés par le plan Barre. Vous connaissez sans doute l'homme qui va ouvrir son livre de compte pour nous. Lundi soir, nous l'avions opposé à un agriculteur. Le plan est passé. Ce soir, il tire l'addition. Cela commence par la voiture, outil de travail pour M. Bernard Antoine qui est ingénieur commercial. Il y a d'abord la vignette, bien sûr, mais sa voiture de 9 chevaux ayant plus de 5 ans, ça ne lui coûtera que 70 francs de plus. L'augmentation du carburant le préoccupe davantage. Je fais 15 000 km par an, ce qui est assez moyen comme kilométrage, et je compte
que je consomme environ 13 litres au 100. Alors ça fait 2000 litres d'essence par an, à 29 centimes par litre, ça fait 580 francs de plus par an. Je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Ma femme et moi, nous sommes salariés. Nous avons gagné en 75 13 000 francs par mois. Nous avons donc un net imposable de 87 000 francs. Et je dois payer 22 500 francs d'impôts. Je viens de calculer que ce plan barre représente donc un supplément d'impôt de 1800 francs. Vous comptez souscrire à l'emprunt? Si j'ai bien compris, oui, c'est évident. Je vais essayer de limiter les dégâts et donc de payer ces 1800 francs sous forme, pour la moitié, de 900 francs, sous forme d'un emprunt. En ce qui concerne la cotisation à la sécurité sociale, vous avez fait vos calculs? Je les ai fait un petit peu grossièrement. J'ai l'impression qu'en ce qui me concerne, ça ne devrait pas être dramatique. Hein. Je le chiffre à environ 180 francs pour l'année. C'est comme l'alcool. Bon, il m'arrive d'en boire. J'en offre aussi évidemment à mes amis. Alors, j'ai pas fait de compte bien précis. Hein. Mais j'ai l'impression que je dépense au moins 100 francs d'alcool par mois. Hein. Donc, 10% sur 100 francs, ça fait donc 10 francs par mois, ça fait tout de même 120 francs par an. Oui, ça compte tout de même. Ça représente donc 1800 francs d'impôts, 180 francs de sécurité sociale, 120 francs pour l'alcool, 580 francs pour l'essence et 70 francs de vignette. Donc ça fait déjà 2750 francs. Donc à mon avis, c'est de l'ordre de 3000 francs. Vous n'avez pas l'air trop amer. Est-ce que vous attendiez à quelque chose de plus important? J'ai l'impression que la campagne qui a précédé cette annonce avait tendance à dramatiser un petit peu, donc je m'attendais un petit peu au pire. Je suis quand même très déçu sur un point qui est un point essentiel pour moi, un point capital. On avait parlé de moralisation fiscale, c'est-à-dire de rétablir un petit peu une certaine justice entre les salariés et les non-salariés. Et je vois qu'une fois de plus, on n'a rien fait dans ce sens. Au contraire, on aggrave la justice puisque le poste le plus important dans mon calcul, c'est celui des impôts, et il vient donc aggraver l'injustice dont sont victimes les salariés. Eh bien, prendre l'argent où il est, à cette vieille formule, M. Raymond Barre a substitué celle-ci, prendre l'argent où on peut. Ainsi s'explique le côté classique des prélèvements fiscaux prévus dans son plan. Ainsi s'explique le fait que les salariés qui assurent 80% de l'impôt sur le revenu soient les plus touchés. Ainsi s'explique aussi que pour 1976, et afin de ne pas échauffer les esprits, l'effort fiscal réel et direct des particuliers soit finalement aussi faible, 1,5% du produit total de l'impôt sur le revenu. C'est infime, globalement parlant. Dans notre magazine C'est-à-dire, hier soir, le conseiller économique de François Mitterrand, M. Jacques Attali, a déclaré qu'un impôt frappant toutes les fortunes au-dessus de 2 millions de francs aurait eu pour effet d'épargner les salariés. Un impôt très faible, puisque de l'ordre de 1%. C'est bien séduisant qu'un monsieur qui possède 200 millions d'anciens francs de patrimoine soit appelé à verser 20 000 francs d'impôts supplémentaires n'aurait certainement pas ému un grand nombre de Français. Alors pourquoi M. Raymond Barre y a-t-il renoncé? Par conviction politique? Par libéralisme attardé? Je crois savoir que ce n'est pas cela. La réponse est beaucoup plus simple, beaucoup plus bête. Personne ne sait en France avec exactitude, sauf les intéressés bien entendu, qui possède quoi. L'administration fiscale n'est pas en mesure de déterminer la fortune de chacun, même pour ce qui concerne l'immobilier. Un vaste travail de recensement est en cours, il sera facilité par la loi sur la taxation des plus-values, mais, sauf à prendre le risque de commettre des injustices insupportables, ce fichier central des fortunes et des patrimoines ne sera pas opérationnel avant 3 ou 4 ans. Si bien que même un gouvernement de gauche, un gouvernement démocratique s'entend, ne pourrait, dans l'état actuel des choses, instituer en France un véritable impôt sur le capital ou sur la fortune. Il lui resterait, à lui aussi, à prendre l'argent où il peut. Conséquence logique de ce plan Barre, dont je pense que vous avez pu lire l'exact détail dans vos journaux ce matin, conséquence logique donc, le taux d'escompte de la Banque de France est passé de 9,5 à 10,5%.
En revanche, conséquence plus inattendue, la bourse de Paris n'a pas si bien réagi qu'on pouvait l'imaginer. Le franc a un petit peu fléchi et une certaine morosité s'est installée autour de la corbeille. La plupart des valeurs françaises ont perdu du terrain aujourd'hui. La bourse avait bien accueilli l'arrivée de Raymond Barre, elle accueille beaucoup moins bien son plan. Les boursiers regardent d'un mauvais œil la hausse du taux d'escompte et la réglementation plus sévère des mouvements de capitaux avec l'étranger. Réflexion générale, on ne peut pas sourire à la bourse et manier le gros bâton de l'impôt. Un commentaire parmi d'autres, les capitaux construits à l'étranger ne vont pas revenir se faire taxer. À noter, ce sont les investisseurs étrangers, allemands notamment, qui ont vendu aujourd'hui à la Bourse de Paris. Les boursiers espéraient un encouragement plus net en faveur de la bourse, ils sont déçus. Pour eux, Raymond Barre n'est pas le nouvel Antoine Pinet espéré. Quel aurait été l'effet sur la bourse d'un impôt sur le capital? La question se pose alors que le plan Barre a fait peur à la bourse. Ce qui fait peur à la bourse, c'est que nous arrivons en fin d'année et qu'une ponction fiscale en fin d'année qui n'a pas été prévue amène automatiquement des clients particuliers à réaliser peut-être une partie de leur avoir action, ou si ce n'est pas le cas, ce qu'ils pensaient pouvoir réinvestir ne le sera pas puisqu'il servira à payer leurs impôts. Le franc tenait bon à l'ouverture des changes, mais la hausse du taux d'escompte a été mal accueillie. L'annonce d'une grève générale n'a rien arrangé. Le durcissement de la réglementation des changes non plus. Aujourd'hui, à Paris, le franc a reculé devant l'ensemble des autres devises étrangères, le marque notamment. Ce pas en arrière traduit les incertitudes de l'étranger devant le plan Barre. Dans les jours qui viennent, le franc sera un véritable baromètre de l'accueil du plan Barre dans les capitales étrangères. Oui, si les cambistes font la moue, que dire alors des industriels de l'automobile? Eux sont franchement dépités. Il faut dire qu'en s'attaquant à la fois à la vignette, en moyenne augmentée de moitié, et à l'essence, qui a fait un gros bond en avant, le gouvernement ne cachait pas qu'il espérait faire diminuer la consommation des Français en carburant automobile. Elle avait beaucoup progressé ces derniers mois. Mais en touchant à l'essence, ne va-t-on pas toucher à l'achat des voitures? Eh bien, c'est ce que craignent les constructeurs. Derrière eux, disent-ils, 300 000 travailleurs de l'automobile, et même si l'on compte tous ceux qui vivent de près ou de loin des voitures, plus de 2 millions de personnes. Et c'est vrai qu'apparemment, les acheteurs s'interrogent. Les automobilistes jusque-là ne s'étaient pas posé beaucoup de questions. Depuis le début de l'année, ils ont acheté et en masse. En effet, l'automobile vient de connaître les meilleurs mois de toute son existence. Mais aujourd'hui, chez les concessionnaires, on hésitait et on achetait des petites cylindrées. L'augmentation de l'essence dont j'ai entendu parler ces derniers temps est certainement un facteur qui m'a aussi peut-être incité à prendre une petite cylindrée, quoiqu'il y a déjà longtemps que je pensais acheter une petite voiture. Moi j'avais l'intention de changer de voiture, mais vu l'augmentation du prix de l'essence, de la vignette et tout, ça me donne à réfléchir. Vous venez d'acheter une 11 chevaux, est-ce que vous le regrettez? Actuellement, depuis hier, oui. Avec l'augmentation de l'essence? Oui, de la vignette aussi. Voilà comment réagissaient quelques acheteurs cet après-midi. Les constructeurs, eux, ne sont ni satisfaits ni confiants. Ils essaient de prévoir l'impact des nouvelles augmentations sur le marché. L'impact risque d'être très sérieux car il ne faut pas oublier que nous avons ranimé l'économie. C'est l'automobile qui a ranimé l'économie depuis le début de l'année. Nous avons réussi le rattrapage du retard enregistré depuis 2 ans et maintenant ce rattrapage est terminé. Nous nous attendions donc à une période assez fragile. À partir du moment où, en plus, on ajoute une charge fiscale considérable, ça peut être assez redoutable. Vous parlez de pilonnage de l'automobile. Est-ce que vous pensez que le Français risque de tourner le dos à la voiture? Je pense que, et c'est la seule explication de la décision du gouvernement, je pense que c'est parce qu'il est convaincu, après avoir vu l'automobile surmonter tous les obstacles qu'on a dressés devant elle, qu'on pouvait encore la pilonner et qu'elle continuera à lui fournir les emplois et les devises que la France lui doit. Vous êtes aussi confiant que le gouvernement dans ce domaine? Je ne suis pas aussi confiant et je trouve qu'on a été un peu trop fort. Oui, je suis bien obligé de rapprocher de tout cela une nouvelle qui vous fera peut-être rire jaune. En Belgique, le prix de l'essence a baissé de 15 centimes. De quoi tenter les frontaliers du nord de la France. Restons précisément en Belgique pour parler des réactions de la Commission européenne, dont Raymond Barre fut le vice-président. Une réaction encourageante pour le Premier ministre. Ce plan, dit-on à Bruxelles, constitue une contribution décisive au rétablissement des grands équilibres en France. Accueil plus en demi-teinte en Allemagne, où l'on aime la rigueur. Et puis réaction beaucoup plus mitigée en Angleterre, mais d'abord bonne, les impressions recueillies par Michel Meyer. Premières impressions allemandes, les mesures françaises sont de bonnes mesures. Leur classicisme ne déplaît pas du tout aux experts d'outre-Rhin, tout au contraire.
Techniquement, ce plan Raymond Barre est donc considéré ici comme étant presque parfait. Politiquement, les Allemands sont cependant beaucoup plus sceptiques. Ils craignent en effet que ce plan Barre ne réussira peut-être pas à provoquer, à susciter en France ce qu'une expression à la mode appelle consensus social. Raymond Barre n'a peut-être pas été assez démonstratif dans sa volonté de lutter contre les inégalités sociales, m'a-t-on répété à plusieurs reprises ici depuis ce matin. Pour mes interlocuteurs, le problème français numéro 1, c'est avant tout la survivance de privilèges, d'égoïsme et de féodalité économique qui remettent actuellement en cause le développement de l'économie et de la société française. Le problème numéro 1 français, c'est l'existence d'écarts de revenus et de richesses qui risquent à terme d'être explosifs. Le meilleur économiste de France a mis sa réputation en jeu, si ce n'est en péril. C'est ce que pensent nombre d'Anglais, pour le moins dubitatifs, à la lecture du plan Barre. Le Times titre ainsi son édito « Le désirable, le possible et l'inadéquat ». L'inadéquat, à leurs yeux, étant le blocage des prix. Pour le Financial Times, ce plan, au demeurant assez courageux, ressemble quelque peu, je cite, à un salmigondi ou à une macédoine de légumes. Officiellement, aucun commentaire, bien évidemment. Mais dans les couloirs de Whitehall, un haut fonctionnaire, avec une fausse naïveté, s'interrogeait devant moi. Mais comment font donc les Français? Ici, il nous faut 3 mois de négociations pour faire accepter aux syndicats une limitation salariale de 4%. Vous, en 15 jours de consultation confidentielle, vous mettez au point un plan de 15 mois. Bravo. Et le fonctionnaire d'ajouter à mi-voix, mais est-ce que vos syndicats sont d'accord? C'est toute la question. Des problèmes jusqu'au dernier moment pour l'entrée en fonction d'Elias Sarkis, le nouveau président de la République libanaise. Beaucoup de députés étaient en retard pour la cérémonie. Ils avaient une bonne raison. La route qu'ils devaient emprunter pour se rendre à Shtora, lieu de réunion du Parlement, a été bombardée sans arrêt la nuit dernière. Finalement, vers 13h, Elias Sarkis a quand même prêté serment pour devenir officiellement chef de l'État. Le caractère arabe du Liban est indiscutable, a-t-il déclaré. Yasser Arafat vient lui d'annoncer un cessez-le-feu palestinien dans toutes les batailles engagées au Liban. Violence sans précédent en Afrique du Sud aujourd'hui. Pour la première fois, des incidents meurtriers se sont produits dans le centre même de la ville de Johannesburg. Cela a commencé par une manifestation de jeunes noirs, des voyous semble-t-il, cocktails Molotov, magasins lapidés, passants poignardés selon certains témoignages. Immédiatement après, les brigades anti-émeutes sont entrées en action. Il y a eu beaucoup de blessés, peut-être des morts. Le bilan est impossible à dresser pour l'instant, même si le calme est revenu ce soir dans les rues de Johannesburg. Mission accomplie pour les 2 cosmonautes photographes de Soyouz 22. Leur vaisseau spatial s'est posé ce matin dans le Kazakhstan, après 8 jours de vol seulement. Pour Valéry Bykovski et pour Vladimir Aksenov, tout s'est bien passé. Ils reviennent en pleine forme. L'atterrissage s'est effectué en douceur. Et surtout, pendant le vol, ils ont pu photographier en long et en large les territoires de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande. Ils n'ont photographié que ces pays-là, paraît-il. Mars glacé, une des calottes polaires de la planète rouge est composée de glace. Paradoxalement, ce n'est pas la sonde qui s'est posée au sol qui a fait cette constatation, mais le compartiment orbital de Viking 2 qui continue, lui, de tourner autour de Mars. D'après ces photos, l'eau a apparemment coulé à la surface de la planète sous forme de rivières et de courants. Veillée d'armes en Amérique dans quelques heures, 7 heures très exactement, premier round du match télévisé Ford-Carter. Un match en 3 manches, sans doute décisif pour l'issue finale le 3 novembre. Cet événement, Antenne 2 a voulu vous le faire vivre en diffusant demain les meilleurs moments. Rendez-vous à 12h15, donc demain, pour la circonstance, nous ouvrirons notre antenne plus tôt que d'habitude. Le duel sera suivi d'un débat avec les meilleurs spécialistes de l'actualité américaine, une opération commune Antenne 2 RTL. Et tout de suite, un avant-goût du match que vont suivre 100 millions de téléspectateurs américains. Pour le président Ford, il s'agira ce soir de faire la preuve qu'il n'est pas un accident dû au hasard de l'histoire, mais un président à part entière qui, après 2 ans d'exercice, peut continuer à tenir fermement les rênes du pouvoir. Sa connaissance approfondie des dossiers, son expérience de politicien habitué depuis 25 ans aux joutes oratoires, devrait l'aider face à un nouveau venu, Jimmy Carter. Le candidat démocrate a pour lui son charme, sa télégénie et un extraordinaire courant de sympathie minutieusement entretenu. Devant l'épreuve de vérité qui jugera l'homme et ses idées, il n'a aucun complexe.
Mes points forts sont la direction et l'organisation des affaires, l'équilibre du budget. J'ai été un travailleur durant toute ma vie et je mène ma campagne avec des personnes de tous bords. Je connais bien les affaires régionales et nationales. Je suis un officier de marine et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, certainement plus que le président Ford. Je connais donc bien aussi les affaires de politique extérieure. Vous voyez, je me sens à l'aise dans tous ces domaines et capable d'affronter le président Ford sur un pied d'égalité. Depuis quelques jours, à Montpellier, un appareil révolutionnaire qui va peut-être changer le visage de la médecine, le mot n'est pas trop fort. Il s'agit d'un appareil qui permet véritablement de lire à livre ouvert dans le corps humain. Son nom, l'hémiscanner, une sorte de mariage de la radioscopie et de l'ordinateur. Désormais, on va pouvoir explorer les organes mous, le foie, l'estomac par exemple, avec une acuité inégalée jusqu'alors. Dès son apparition, on l'avait appelé l'appareil à sauver la vie. Les scientifiques, eux, le nomment le tomodensitomètre. Il s'agissait alors seulement de l'analyse du cerveau. Il était 400 fois plus précis que la radiographie classique. Mais pour la première fois en France, le tomodensitomètre capable d'explorer tout le corps humain est en fonctionnement à Montpellier. Il est surtout utile pour l'analyse des tissus mous et par exemple les poumons, les reins, la rate et même le foie. La radiographie classique recueillait les rayons X sur une pellicule photo. Le tomodensitomètre remplace la pellicule par un ordinateur qui mesure et analyse les rayons X avec une précision jusqu'alors inégalée. On peut enfin voir des détails restés jusque-là invisibles et même reconnaître la nature des tissus vivants. L'originalité, c'est que c'est un examen en coupe de l'ensemble du corps. C'est comme si l'on découpait le corps en tranches différentes à tous les niveaux de la totalité du corps et on examine ces tranches au point de vue anatomique et surtout on les examine au point de vue qualitatif, c'est-à-dire que l'on peut étudier l'absorption dans les tissus. Voici un examen que nous venons de réaliser qui correspond parfaitement au schéma de tout à l'heure. Voici la colonne vertébrale, le foie, la rate, l'estomac et la coupe, la tranche du corps. Eh bien, nous allons demander de nous agrandir cette zone et de faire une étude de densité. Ce petit point va se déplacer sur la zone que je veux vous agrandir. On demande à l'ordinateur un agrandissement de cette partie que vous voyez apparaître en noir et blanc, avec ici la vésicule que l'on perçoit parfaitement. Étude des densités en couleur, et chaque couleur correspond à une densité différente. Ici, un bleu-violet qui correspond à une densité particulière. Ensuite, d'autres études colorées qui vont nous permettre d'analyser chaque absorption différentielle du tissu hépatique. Cet appareil révolutionnaire est capable d'indiquer si une lésion est de nature solide ou liquide et de distinguer si une tumeur est bénigne ou cancéreuse. On peut dire que bien des maladies peuvent ou pourront être diagnostiquées de façon formelle. Le ministère de la Santé vient de donner son accord pour 2 prochaines installations, à Marseille et à Lille. Mais Paris n'en aura peut-être pas avant 2 ou 3 ans. Car, au-delà du succès technique incontestable, il y a le prix du tomodensitomètre, 3 400 000 francs. Voilà, ce journal ne serait pas tout à fait complet si je ne vous parlais tiercé, le tiercé du jeudi, disputé cet après-midi à Maisons-Laffitte. En chiffres, cela donne le 10, le 9 et le 11. En lettres, cela donne tar, siempre, diacris et titra. Les rapports, 21 970 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre, 4 295 francs 50 dans un ordre différent. Et puis, dernier rite de fin de journal, la météo. Eh bien, demain, le temps sera toujours aussi doux, mais toujours aussi très nuageux. Beaucoup de pluie, surtout sur la moitié ouest, et des orages dans le Massif central. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa fabrication, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité. Grève nationale le jeudi 7 octobre annonce la CGT, la CFDT et la FEN. Réaction de la bourse au plan Barre, avant tout la déception. Face à face télévisé Ford Carter, émission spéciale sur Antenne 2 demain à 12h15. Vers 23h30, le dernier journal d'Antenne 2.